de le faire tout de suite. Donc bienvenue pour cette présentation .NET pour le développeur Java, une présentation de dialogue œcuménique pour la paix entre les peuples. On va essayer en tout cas. Donc ce soir, c'est vendredi soir, on a passé une semaine, on a passé 3 jours formidables avec des sessions, des keynotes et des présentations super, des bonnes discussions dans les couloirs aussi, et on est peut-être un peu fatigué, vous êtes peut-être un peu fatigué, donc tout de suite on va se réveiller et on va parler de .NET. Donc on va faire un petit point sur .NET avec l'historique, la petite guéguerre entre les sociétés, tout ça, puis on va rentrer un peu dans le vif du sujet, les fonctionnalités avec Rui. Et puis tout ça, on va parler un petit peu des aspects communauté aussi, et puis tout ça, bien sûr, dans une ambiance fun, parce qu'on n'est pas là pour s'emmerder, et on va s'amuser. Donc, Rui. Alors bonjour, moi je m'appelle Rui, RHWY sur Twitter, je suis développeur, architecte, de temps en temps j'écris des articles et je donne des cours et des formations, je suis indépendant, et ça fait à peu près 15 ans que je fais du web et que je travaille sur les technos Microsoft. Je suis principalement spécialiste d'ASP.NET MVC, de SQL Server, que je présente depuis 3 ans au Microsoft Tech Days. Je fais partie aussi des gens qui animent une communauté qui s'appelle AltNet, qui est une communauté de développeurs alternatifs non inféodés à Microsoft, on va dire, plutôt orienté open source. Donc voilà, et j'espère bien être maître artisan quand je serai grand. Voilà. Et donc je suis Cyril Martraire, donc Cyriux sur Twitter. Donc je suis développeur depuis une douzaine d'années en Java, et seulement en Java. J'ai créé la communauté Software Craftsmanship l'année dernière, où on parle de bonnes pratiques, de stabilité, tout ça. Je suis aussi associé et directeur technique de la société Arola, une société spécialisée dans le développement logiciel .NET et Java uniquement. Et je suis aussi passionné de toutes les technos que vous voyez là, et puis de finance même d'ailleurs, et où je travaille depuis un certain temps. Donc, quand on parle de .NET et de Java, évidemment, tout de suite, on pense à « Ah, mais c'est un troll ». Dès qu'on parle de comparaison, tout ça, c'est très trollesque comme sujet. Donc d'ailleurs, on va pas se gêner, on est là aussi pour troller. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, trollons tous ensemble. Et pour commencer, d'ailleurs, tous les petits dessins comme ça, c'est lui. Hein. Donc si vous les trouvez moches... Oui, il commence. Il est pour rien. Donc pour commencer par une petite question, .NET, c'est nul, hein, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont même pas de mascotte. C'est vrai d'ailleurs? C'est vrai. C'est vrai, ouais, oui c'est vrai. Enfin bon, il y a Clippy quand même. Bon, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Bon, on n'est pas fiers de ça, hein. On n'assume pas. Nous au moins on a Duke, et Duke, ça c'est une vraie mascotte. Ça c'est de la mascotte. Et avec son gros marteau là pour écraser .NET qui veut faire copain-copain. Donc autant vous le dire tout de suite, moi j'ai jamais fait de .NET, j'y touche pas. Et donc j'ai une bonne dose de mauvaise foi dans cette présentation, même pas peur. Même pas peur. Même pas peur de tout ça. Donc pour moi .NET au départ c'était un truc fait par Microsoft, donc comme tout ce que fait Microsoft, le premier réflexe c'est Blue Screen of Death, un truc comme ça donc. Et C++ et C Sharp, mais C Sharp c'est pas possible, C Sharp c'est un C++ moins ce truc, c'est... On va reprendre la main là-dessus et éviter à Cyril de dire des bêtises. Donc voilà, donc déjà il y a un historique, il y a un lourd passif entre ces deux environnements et qui ont commencé bien avant l'apparition de .NET. Donc il faut bien voir que avant toute chose, ces deux environnements qui sont poussés par des sociétés. Donc d'un côté Microsoft, Sun au départ, Oracle par la suite. Donc voilà, donc il faut rester dans le contexte. Et donc on va juste reprendre tout ce qu'il y a eu avant sous forme de ce qu'on a appelé la guerre des voisins. Donc j'imagine, comme tous les voisins, ils vont manger les uns chez les autres, leurs enfants jouent ensemble, on se prête la tondeuse le week-end et tout le monde est sympa. Par contre, une fois que chacun rentre chez soi, on n'hésite pas à dire du mal de l'autre et puis on regarde ce que l'autre a chez lui et en général on est jaloux. Donc voilà, c'est un peu ça qui se passe. Donc il était une fois Monsieur M et Monsieur S. Et Monsieur S, il avait dans ses petites valises un super langage qu'il avait créé, mais dont finalement pas grand monde ne voulait, quoi. Et du coup, il s'est dit je vais essayer je viens de découvrir un truc, un super outil qui s'appelle Mosaic, qui permet d'afficher des pages de texte à l'autre bout du monde. C'est génial. Il s'est dit mais voilà, ça c'est le futur. Je vais mettre mon Java là-dedans. Et ça va être génial parce que ce sera partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'apparurent les applets. Génial. Et les applets, c'était quand même un truc absolument fantastique. Ça a apparu à peu près à cette époque-là. Vous fiez pas trop aux dates, hein. C'est un peu approximatif, mais voilà, c'était quand même génial. On pouvait faire des feux de cheminée dans des pages web, ce qui était absolument extraordinaire.
Néanmoins, Monsieur M, il était pas très content, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis il comprenait pas très bien ce que ça pouvait être Internet à cette époque-là. Et il s'est dit bon, moi je maintiens après tout l'avoir partout sur n'importe quel environnement. Moi ça m'intéresse pas puisque moi de toute manière je possède tous les environnements du monde. Donc il s'est dit je vais quand même, ça m'énerve un petit peu, donc je vais quand même faire quelque chose. Donc il s'est dit tiens je vais mettre des composants à une mécanique OLE MFC, je vais faire remonter ça et je vais créer un petit navigateur. Et il s'est dit, voilà, un truc, et puis pour faire Jones, on va appeler ça ActiveX. Donc c'est absolument génial, c'était à peu près aussi bien que les applets à cette époque-là. Donc voilà, mais c'était ce que proposait Microsoft. Mais il s'est dit, mais moi, quand même, je vais aller plus loin, parce que ce qu'il a fait, le coup qu'il m'a fait, ça m'amuse pas trop, je vais aller plus loin. Moi, j'ai entendu parler de choses un peu exotiques, mais il paraît qu'il y a des gens qui arrivent à générer des pages HTML sur les serveurs, avec du CGI, du Perl, avec des syntaxes absolument fantastiques. Moi, je vais faire pareil. Et donc, du coup, il s'est dit, voilà, comme j'aimais bien le nom ActiveX, je vais faire pareil côté serveur, ça va s'appeler Active Server Page, et c'est comme ça que sont apparus les premiers serveurs web de Microsoft. Ça a commencé à peu près à cette époque-là, réellement en version utilisable, c'est plutôt à partir de 98, avec les versions 3 d'ASP. Mais voilà, en gros, comment c'est apparu. Monsieur S n'était pas content, évidemment. Et lui, il s'est dit, non mais... Ok, mais toi tu fais un truc qui génère côté serveur, mais avec des pages de script, c'est moche, c'est pas très propre. Moi, je veux un truc. Je vais aussi faire des pages de script qui se génèrent je vais aussi faire des pages qui se génèrent côté serveur. Sauf que moi, je veux du costaud, je veux du rigoureux, je veux être full objet, je veux du poilu, quoi. Et donc, ce sera full objet. Et on va même faire des frameworks d'entreprise. Et c'est à ce moment-là, donc vers 99 à peu près, sont apparus JSP, J2E, enfin tout ce qui existe aujourd'hui. Monsieur M n'était pas content du tout parce qu'il s'était fait avoir sur ce coup-là et surtout que Monsieur S rencontrait un grand succès au niveau des entreprises. Donc il s'est dit je vais tout reprendre à zéro, mais par contre cette idée de machine virtuelle j'aime bien. Donc je vais reprendre ça, je vais faire la même chose. Et sauf que moi, comme je possède tous les systèmes de la Terre, ça va être directement livré, donc ça va être vachement mieux. Et en plus de ça, moi j'ai plusieurs langages, c'est-à-dire que moi j'ai ceux qui font du C, mais je vais faire un langage un petit peu parce que la syntaxe elle est bien, parce que j'ai du VB aussi, mais on va essayer de me faire tout ça et tout ça va tourner dans un environnement. Et c'est là que vers 2001, c'est sorti officiellement en février 2002, qu'est apparu .NET. Donc, ouais. On va reprendre le fil de l'histoire parce que tout ça, ça me plaît moyen. Ok. Non, la vraie histoire, c'est l'histoire de Java, bien sûr. Et bien sûr. Donc, on a le JDK en 96, la version 1.0. Puis on a une série de livraisons. Java grossit, s'améliore. On passe d'interpréter à un mode compilé en juste à temps en la version 1.2. Juste tout ça jusqu'à la version 1.4. Et là arrive .NET qui, voilà, c'est le début de .NET avec un beau logo. Ça. Et puis l'histoire continue et nos deux amis livrent leurs versions successives de concert. Mais en fait, il y a un truc qui nous a un peu gênés, c'est quand même entre 2006 et 2011, Tux il est un peu parti au Brésil apparemment, on nous a dit ce matin, pour danser la salsa. Voilà, il a un collet de fleurs, il est plutôt à Hawaï. Mais... Et puis donc, si tout va bien, on aura peut-être l'année prochaine un JDK 8. Et pendant ce temps-là, côté .NET, ça défile, et on arrive au framework 4.5 bientôt. Alors notre sentiment à tous les deux, c'est que, même si je connais même de vue de loin, c'est que quand même l'environnement .NET et surtout C#, au niveau fonctionnalité, est arrivé à parité avec Java vers le framework 2.0, ouais. Puis apparemment aurait pris le dessus en termes de nombre de features, richesse des fonctionnalités. Bon, il y a un point sur lequel ils sont aussi très créatifs chez Microsoft, c'est qu'ils changent de logo à tour de bras. C'est pareil, on n'assume pas. Bon, tout ça, mais concrètement. Donc, on l'a vu, bien sûr, .NET, c'est une copie de Java, hein, on est tous d'accord là-dessus, hein, c'est des copiteurs. Et j'ai même envie de dire, c'est une mauvaise copie. C'est comme si ceux qui voudraient un Hummer, mais ils n'ont pas les sous, donc en fait, ils en font un dans leur garage. Bon, concrètement, c'est vrai que ça se ressemble énormément. On a toujours le même principe on écrit du code dans une syntaxe, on compile tout ça dans du bytecode, et le bytecode tourne sur une VM qui sera optimisée pour le runtime. Et même côté Windows, il y a plus qu'un runtime. Il y a une optimisation là dans tout ça par rapport à la plateforme. Bon, concrètement, quand on regarde le code, ça pique les yeux parce qu'il y a quand même des tas de différences sur les majuscules. Déjà, il y a des majuscules aux méthodes. Non, on aime bien, ouais. Les accolades, elles sont toutes à gauche. Non, mais... Et l'instance s'appelle mise. Oh, puis il y a d'autres trucs comme ça, mais c'est toujours mineur, quoi. C'est toujours dans le détail.
Bon, par contre, il y a un côté qui est vachement cool, c'est que depuis le début, et de Microsoft lui-même, c'est très polyglotte. Donc depuis le début, même avant .NET, il y avait déjà Visual J++, VB bien sûr. Il y a eu des efforts aussi pour introduire Ruby, avec Iron Ruby et même Iron Python, Iron Python, soutenu par Microsoft pendant un certain temps. Et bien sûr, donc, à mon sens, le bijou de .NET, c'est F#. Là, je vous encourage à jeter un coup d'œil, même en développeur Java. C'est quelque chose de vraiment cool. C'est un langage fonctionnel. Très fonctionnel, voilà, et inspiré de Camel. Et puis, il y a même eu du COBOL.NET. Il y a des projets de porter du mainframe en .NET. Fantastique. Donc, un premier aspect qui m'a choqué quand j'ai vu la liste des features de .NET, c'est on dirait qu'il y a un peu une envie de faire plaisir à tous ceux qui avaient fait du C++ et qui ne se retrouvaient pas dans Java. Et donc, c'est peut-être pas un C++ moins, mais c'est peut-être au contraire un C++ au 10 de Microsoft, pour la petite histoire, un C++++. Si on met les deux plus les uns sur les autres, on trouve un dièse, et c'est comme ça qu'on serait né l'idée de de C#, pardon. Donc en particulier, vous savez que les vrais programmeurs codent en binaire, hein, c'est bien connu. Et donc le C# propose encore aujourd'hui des fonctionnalités où vous intervenez sur les pointeurs, vous intervenez vous-même sur faites de l'arithmétique de pointeurs. Bon, il y a un truc aussi on exporte un point exe ou un point DLL, alors qu'en fait c'est du bytecode à l'intérieur. Hein. Ils nous font croire que c'est du vrai, mais en fait c'est du bytecode quand même. Et puis il y a même de la compilation conditionnelle, qui nous manque pas tant que ça finalement en Java. Hein. Donc ça, c'est un premier aspect du langage qu'on va pas étudier en profondeur. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a donc tout un univers de fonctionnalités on va pas toutes les voir, mais on va rentrer dans certaines en détail, avec plein de mots qui nous font juste un peu rêver, quoi. De côté gauche, là, on est un petit peu, côté droit pour moi, on est un peu jaloux quand même. On pourrait être un peu jaloux. Bon, il y a des choses, on n'est pas forcément si jaloux que ça. On devrait. Donc j'ai fait un petit sondage dans les collaborateurs de ma société sur leurs features .NET préférées, et ce qui ressort, c'est ce dont on va parler après, c'est donc essentiellement des choses de sucre syntactique et des mots qui pour l'instant nous sont inconnus, mais plus pour longtemps. Et on va prendre un exemple et on va donc faire une plongée dans les bonnes choses de C# en particulier, et ça tombe bien parce qu'on a Rui qui connaît très bien tout ça. Ok, donc l'idée en fait, c'est de vous montrer, c'est-à-dire un certain nombre de fonctionnalités qui nous paraissent importantes aujourd'hui, qu'il y a sur C# et .NET, mais en même temps, c'est aussi pour montrer un certain nombre de choses qui vont arriver bientôt sur Java et que les développeurs .NET ont mis longtemps à intégrer. C'est-à-dire que principalement tout ce qui tourne autour des lambdas, c'est quelque chose c'est sorti avec C# 3 en 2008 et la plupart des développeurs n'intègrent pas ça. Donc l'idée, c'est de vous montrer ça, de vous montrer l'intérêt que ça peut avoir et comment ça change la manière de travailler. Donc on va essayer de faire ça rapidement en prenant un exemple. Donc à travers ça, voilà ce qu'on va essayer de voir, les quelques fonctionnalités qu'on va essayer de voir, donc des itérateurs, des lambdas, des propriétés auto, des dynamiques, du link, des objets anonymes, des méthodes d'extension et les var. Donc prenons un exemple simple. J'ai une classe number, d'accord, c'est ce qui va me servir à travailler. Donc cette classe number, elle a une propriété, value et name, d'accord. C'est ça mon objet de base, d'accord. On voit qu'il n'y a même pas besoin de getter et setter, là c'est automatique. C'est automatique, on va revenir dessus après de toute manière. Pour ça, j'ai une fausse collection en mémoire, d'accord, un fake repository qui me retourne une liste d'éléments. Donc j'ai pris les 15 premiers, très bien, avec le nombre et le texte qui va avec. Là, tu veux dire que ça, on itère dessus, en fait? Alors ça, premier truc, vous pouvez voir le mot-clé yield. Mot-clé yield, c'est un truc qui est extraordinaire puisque ça nous permet de nous fournir un pointeur d'énumération. C'est-à-dire que là, je vais envoyer les trucs au fur et à mesure qu'on va me les demander, en fait. J'ai pas été obligé de construire une liste en mémoire directement pour ça. Mais on va revenir après dessus dans les exemples. Donc, comme j'ai voulu bien faire les choses, j'ai défini une interface qui va définir le contrat entre ma manière de faire à l'ancienne et ma manière de faire nouvelle, d'accord? Donc là-dessus, il y a ma source de données initiale que je vais alimenter au constructeur. Je veux avoir une méthode qui va me permettre de retourner les nombres pairs, une méthode qui va me permettre de retourner uniquement les chiffres, et une méthode qui va me permettre de retourner ma liste rangée par ordre alphabétique. Si je comprends bien, la RUI, i énumérable, c'est c'est itérable en Java, en fait. Quelque chose qui nous donne un itérator. Voilà, exactement. C'est une interface générique qui nous permet, qui est à peu près à la base de toutes les collections. Et après, pour finir, on va voir une méthode qui va regrouper tout ça, parce que mine de rien, quand on veut faire tout ça ensemble, ça devient plus compliqué. Donc moi, initialement, je me suis dit, on va partir là-dessus. Donc c'est comme ça, je pense, que tu l'aurais fait en Java.
Plus aujourd'hui, mais beaucoup le font comme ça, oui, encore. Voilà, donc je prends une liste en entrée, je crée une liste temporaire, j'itère sur ma liste, et pour chacun des éléments, si jamais ça correspond à ma condition, je le range dans ma liste d'accumulation, et une fois que j'ai terminé mon travail, je retourne ça. On est d'accord, jusqu'à là, il n'y a pas de... C'est facile, hein, c'est clair, ça. Hein, oui. Bon. Alors déjà, côté .NET, avec le yield, ça nous permet d'éviter d'avoir cette liste d'accumulation. C'est-à-dire que là, je vais être en mode lazy. C'est-à-dire que je vais pas avoir besoin de ranger un truc en mémoire, c'est-à-dire de dépiler. Parce que vous imaginez bien, là-dessus, si j'ai une liste qui fait 1 million d'entrées, je vais créer une liste temporaire qui potentiellement va me prendre 1 million de trucs en mémoire. Donc déjà, c'est sympa quand même de pouvoir itérer là-dessus et de renvoyer les trucs au fur et à mesure quand on en aura besoin. D'accord? Donc c'est ça la syntaxe du mot-clé yield. D'accord? Bon. C'est bien, hein, ça a l'air bien. Hein. C'est déjà pas mal. Donc là, pour la deuxième méthode, je fais exactement la même chose. On est d'accord? Je parcours encore une fois ma liste, je mets une condition et je retourne les valeurs au fur et à mesure. Jusque-là, il n'y a rien de particulier. Maintenant, après, dans ma troisième méthode, je veux ranger les trucs par ordre alphabétique. Donc là, la mécanique est déjà un petit peu différente. Parce que là, je suis obligé de prendre ma liste dans son ensemble et de ranger les trucs au fur et à mesure. Donc au départ, bon, moi je me suis dit, en Java, j'aurais fait un triabule, un truc comme ça. Cyril m'a rappelé, il me dit, non, quand même, il y a quand même des choses plus intelligentes que ça en Java. Il y a un truc qui s'appelle un compareur. Oui, ouais. Un truc comme ça. Comparateur. Donc, mais oui, comparateur en fait. Un comparateur en Java. Effectivement. Donc, ils ont tout changé les noms, c'est compareur en .NET. En .NET, c'est compareur. Mais je me suis dit, effectivement, on utilisait ça il y a longtemps. Et donc du coup, j'ai implémenté une classe compareur de mon entité de départ qui est number et qui va me permettre, donc là, je définis dans ce compareur-là, quand je veux comparer deux numbers, tu regardes la propriété name. OK ? Donc du coup, maintenant, une fois que j'ai écrit cette nouvelle classe, je vais pouvoir écrire ma méthode qui va me renvoyer les choses rangées par ordre alphabétique. Donc je récupère ma liste, mon énumérable de départ. Donc là, je suis obligé de le dépiler puisque le sort doit se faire sur un truc physique. Et je passe mon compareur à ma méthode sort et je retourne la liste. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Donc maintenant, le truc un petit peu plus compliqué. Donc là, maintenant, je vais faire tout. Donc comme j'ai fait les choses à peu près proprement, je vais pouvoir réutiliser les méthodes que j'ai fait avant. D'accord? Donc je vais pouvoir récupérer la méthode donne-moi les paires, je le range dans une liste temporaire. La méthode donne-moi les chiffres, je le range dans une liste temporaire à laquelle j'ai passé mes paires initiales. Et après, à la fin, je range les choses par ordre alphabétique. Et d'ailleurs, vous pouvez voir au départ, enfin là sur ce truc-là, que j'ai utilisé le mot-clé var, parce que arrivé là, moi j'en ai eu marre d'écrire i énumérable de number, et là j'ai utilisé le mot-clé var. Donc le mot-clé var, c'est juste du sucre syntaxique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses-là, parce que c'est pas un variant dans lequel on met tout et n'importe quoi. C'est pas du tout ça le but, c'est juste d'offrir une souplesse de syntaxe, parce que là, à cet endroit-là, même si Cyril trouve ça bizarre, mais là, au début, ça fait peur, hein, quand même. Ça fait peur. Mais à cet endroit-là, le compilateur, c'est exactement ce qu'il manipule. D'ailleurs, il me propose l'IntelliSense. Ah, tu veux dire, c'est pas juste object? C'est pas juste object. C'est-à-dire que sans le mot-clé var, j'aurais été obligé de mettre un object si je voulais faire un truc générique et pas avoir à écrire, mais j'aurais perdu les propriétés de mon objet. Puisque j'aurais casté ça dans un type qui est moins riche. Là, je garde tout. Et j'ai l'IntelliSense, j'ai toutes les choses qui vont bien sur ma collection. C'est le fait d'afficher les propriétés en faisant un point. L'autocomplétion. L'autocomplétion, si tu veux. Pardon. Oui, c'est vrai que... il y a des jolis mots partout. Hein. Au final, ce code-là, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ce code-là, il n'est pas très solide. Il n'est pas très dry non plus parce que j'ai fait plusieurs fois ma boucle. J'ai dû casser au moins le SRP et l'OCP des principes solides. Ah, le Craftman qui est entre nous, là, il n'est pas super heureux. Hein. Le Craftman qui est en nous n'est pas super heureux, quoi. Donc déjà, je me dis, mais si j'avais quelque chose qui me permettait de définir ma condition, d'accord, sous une forme de fonction par exemple, ce serait déjà plus sympa. Donc déjà en .NET, on pourrait écrire ça, c'est-à-dire que là, on passe une fonction en méthode, d'accord, et cette fonction-là, je définis une fois pour toutes la manière d'itérer sur ma collection, je lui passe une fonction qui prend en paramètre un number et qui me retourne un booléen et que je vais pouvoir utiliser en tant que condition. Donc là, en faisant ça, déjà, j'ai factorisé juste par le fait de pouvoir utiliser des fonctions, d'accord, en tant que paramètre, j'ai pu factoriser, et là, j'aurais juste besoin de passer ma condition, ma méthode qui fait la condition en paramètre.
Donc on va voir ça maintenant dans une autre manière de faire. Tu veux dire que tu pouvais faire tout ça sans rien importer, hein? C'est d'origine? Ça c'est d'origine, c'est à partir de C# 3, c'est d'origine. On pouvait déjà le faire avant avec les delegates, mais c'était un petit peu plus verbeux. Nous on a un truc qui ressemble, c'est Guava je crois, mais bon, c'est quand même pas intégré quoi. Mais d'origine vous n'avez même pas les delegates. Hein. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Aïe. Alors là je reprends exactement la même chose. Au passage, vous pouvez voir que c'est pareil, les propriétés automatiques, le get-set, qui peuvent faire peur des fois en disant oui mais bon mais j'ai pas la maîtrise. Là par exemple j'ai ajouté le private qui me permet de dire, parce que là en faisant les propriétés automatiques, c'est le compilateur qui va me générer les trucs derrière, c'est-à-dire qu'il le fait pour moi, parce que la plupart du temps on est amené à écrire un membre privé dans lequel on va stocker la donnée, puis mettre un membre public avec dans lequel on va finalement juste exposer la propriété et on va la ranger dans le membre privé. La plupart du temps, c'est quand même très verbeux et ça sert pas à grand chose. Donc là, ça le fait automatiquement. Et en plus, on peut lui définir un truc. Là, le privé, ça va faire un truc qui ressemble un peu au final, je crois, en Java, pour dire voilà, c'était au moment du constructeur. En fait, on veut être immutable. Enfin, apparemment, tu veux être immutable ici, puisque. Exactement. On veut pas de setter. On veut pas de setter. J'alimente ça à la construction uniquement. J'aime pas les setters non plus. Ok, donc à partir de là, j'ai mes différentes méthodes. Donc l'avantage maintenant, c'est que avec les lambda, je vais pouvoir simplifier énormément mon écriture. Donc mon écriture de mes méthodes, que vous avez vu tout à l'heure, les 3 boucles qu'on a fait tout à l'heure, au final, ça va se limiter à ça. Donc là-dessus, je passe en fait, j'ai tout un tas de choses, de méthodes qui sont prédéfinies, d'accord, qui me permettent de travailler sur mes collections. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé la méthode where vu que je veux filtrer ma collection. Et au niveau de la syntaxe, en fait, ça se lit relativement bien. Donc j'ai une source de départ. Pour cette source, je veux appliquer un filtre. Et dans ce filtre, la syntaxe est simple. Le X correspond à mon élément de collection, d'accord ? Et c'est la variable que je définis ici. Et donc je dis, pour chaque élément de collection, tu me filtres avec ce qui correspond à cette expression-là. Et ça va me renvoyer un booléen. Et c'est ça que tu appelles un lambda? Et ça, c'est un lambda. C'est le fait de pouvoir écrire des fonctions inline, comme ça. Et en plus de ça, vous pouvez voir autre chose, c'est que ma collection de départ, c'est un i énumérable. Donc c'est une interface. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est une interface, donc il n'y a pas d'implémentation. Pourtant, là, j'utilise une implémentation et je peux l'utiliser parce que dans le système, j'ai ce qu'on appelle des méthodes d'extension. Donc ça fait hurler un peu les puristes parce qu'on casse un peu le modèle objet, vu que je peux rajouter après coup des fonctionnalités à mes objets, donc soit des classes, soit des interfaces. Mais n'empêche que si vous regardez bien l'utilisation que vous faites en général, si vous voulez partager du code sur des classes qui dérivent d'une interface, vous êtes obligé de passer par une classe abstraite. Et des fois, c'est pas forcément pratique et c'est pas forcément voulu non plus. Et en plus de ça, là, vous pouvez rajouter des fonctionnalités après coup. Et donc du coup, ça simplifie énormément les choses. Ça nous rappelle un truc, ça, Java 8, Alors ça va peut-être apparaître dans Java 8 avec, je sais plus comment ça va s'appeler. Les Defender, ouais, on nous parle de Defender méthode pour rajouter des choses. Ça va ressembler un petit peu à ça. Mais comme d'habitude, en plus propre. En plus propre, mais en moins utilisable. Ça va être plus propre parce que vous allez pouvoir définir des méthodes par défaut sur les interfaces, si j'ai bien compris. Donc voilà, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que là, tout est typé, hein. C'est-à-dire que là, dans ma méthode, dans la fonction que je définis inline, j'ai mes propriétés. Donc là, je sais parfaitement que mon X, ça correspond à number, puisque c'est l'élément de ma collection. Donc tout est typé. Donc du coup, ça simplifie quand même énormément les choses. Et si on regarde notre grosse méthode pour laquelle j'avais dû créer une classe supplémentaire, qui était mon compareur, j'avais dû agréger un certain nombre de choses et refaire en plus une dernière fois la boucle, parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ce qu'on veut retourner, c'est une projection, c'est-à-dire qu'on retourne une collection de strings. Donc ça veut dire que je prends que le nom de chaque élément et pas la classe en elle-même. D'accord ? Donc là, c'était quand même un peu compliqué. Là, je fais tout en une seule ligne, et en plus, c'est une seule ligne qui est relativement expressive. C'est-à-dire que pour ma collection de départ, filtrée avec mon where, je l'arrange order by, et je fais une projection dans laquelle je ne veux récupérer pour chaque élément que le nom, et le mettre en majuscule. La syntaxe est quand même beaucoup plus claire, et ce chaînage-là, ça nous permet d'avoir des interfaces fluentes, ce qu'on appelle les interfaces fluentes, c'est-à-dire de pouvoir créer en fait des mini DSL dans son code. Ça fait envie, hein ? Non ? Si, non, ça vous fait pas envie ? Non.
Ah mais justement. Mais ça, au final, vous êtes déjà habitué à faire ça parce que finalement, quand vous faites du SQL, c'est exactement la même chose. Vous partez d'une collection de départ, votre table, vous donnez un prédicat pour filtrer qui est votre closeware et vous faites une projection qui est votre sélection de colonnes. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'en plus, d'habitude, quand vous êtes obligé de faire des boucles, des machins, tout ça, vous faites en général des couches qui au final ne servent pas à grand chose, qui servent juste de passe-plat ou qui servent de méthode justement pour découpler un peu du code qui est pénible. Là, du coup, au final, j'aurais pu faire tout ça en une seule ligne. C'est-à-dire que là, du coup, je fais toute ma sélection en fait. Et une fois que j'ai fait cette sélection, donc c'est le where, c'est le select. Une fois que j'ai fait ça, j'appelle un toList qui, là, en fait, au moment où je fais mon toList, il va me prendre mon énumérable, il va m'évaluer l'expression, et c'est juste à ce moment-là que je vais réellement dépiler les choses. Donc jusque-là, j'ai été complètement lazy, j'ai pas transporté, j'ai pas fait des copies dans des collections temporaires, des choses comme ça. Donc c'est là qu'on va payer le coût, en fait, de dépiler tout ça. C'est uniquement là qu'on va payer le coût, et on le paye qu'une seule fois. Parce qu'il évalue l'expression, parce que jusque-là, on manipule des expressions. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Et puis au final, j'ai une méthode for each à laquelle je passe encore une fois une lambda dans laquelle je dis quoi faire, et donc je peux directement faire un console write à ce moment-là. Et un truc intéressant aussi, c'est que là, je manipule un nouvel objet. Et ce nouvel objet, c'est un objet qui a comme propriété un name et une longueur, qui est pas, cet objet n'existe pas. C'est ce qu'on appelle les types anonymes. Ah, le new, là, qui ouvre un truc, là, c'est un objet que tu inventes comme ça C'est un objet que j'invente, en fait. Il a même pas d'interface? Il a même pas d'interface. En Java, on aime les interfaces, hein, c'est vrai. Voilà, si vous voulez utiliser des objets anonymes en Java, vous êtes obligé de passer par une interface. Là, on peut créer des objets anonymes à la volée, ce qui est bien utile dans ces cas-là, parce que souvent, on est obligé d'implémenter des classes qui ne servent à rien, parce que là, au final, je crée un nouveau type, mais qui est consommé tout de suite. J'en aurais pas besoin ailleurs. Donc, dans ces cas-là, c'est quand même très utile. Mais on peut aller plus loin encore. On peut aller plus loin. On peut passer par un truc qui s'appelle Link. Donc Link, c'est quoi? C'est un langage de requêtage intégré au code. Et donc là, on a une syntaxe de manipulation de collection qui est encore plus naturelle. Et en plus de ça, on manipule des expressions. D'accord? Et donc là, vous pouvez voir, la syntaxe, elle se rapproche quand même beaucoup de ce qu'on fait en SQL. Et ça permet de manipuler relativement simplement et de manière très très claire. Donc là, encore une fois, pour un élément de ma collection, je filtre avec mon where, je range avec mon order by, je fais ma projection. Et là, vous voyez que je manipule au final, en sortie de ça, j'ai une collection de mon type anonyme. Donc c'est là où vous voyez que le var est quand même très utile, puisque à cet endroit-là, j'ai pas de type qui existe. Mais par contre, encore une fois, le compilateur sait exactement ce qu'il manipule, et même au moment où j'écris mon code, il sait exactement ce que je manipule. C'est pour ça que j'ai pu écrire sans qu'il m'affiche des grosses erreurs, j'ai pu boucler dessus. Là, j'ai fait un for each sur mon résultat, parce qu'il sait que c'est un énumérable. À l'intérieur, j'ai pu manipuler un item.name et un item.length, qui sont les propriétés de mon objet anonyme. Il le sait. D'accord? Et en plus de ça, Link fonctionne avec des providers, c'est-à-dire qu'il manipule des expressions et au moment où on va l'invoquer, il va appeler le provider. Donc ce qui a d'intérêt, c'est que là on manipule un truc qui est une collection en mémoire, mais on pourrait très bien avoir un provider qui va taper du SQL. Et donc là, en fait, au moment où je vais réellement consommer, donc c'est le moment où je vais uniquement consommer ici, c'est au moment où je vais commencer à itérer dans ma boucle for, d'accord ? Et à ce moment-là, ce provider SQL, il va me générer quelque chose qui ressemble à ça. En fait, il va me générer exactement ça. Mais ça, il va me le générer à la volée en fonction de l'expression que j'aurais définie. Donc ça nous permet quand même d'avoir quelque chose d'assez souple. Bon, nous, quand même, à Hibernate, Criteria, il fait ça aussi, hein, quand même. Mais avec une syntaxe qui est beaucoup moins claire. Ah, c'est sûr que... Hein ouais. Nous aussi, on a Hibernate, et c'est pas... bon. Donc ça nous amène à Link. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est mine de rien, les lambda, c'est quand même un minimum d'introduction du paradigme fonctionnel à l'intérieur d'un langage qui est censé être objet. Et ça change vraiment la manière de travailler, en fait, tout ça. Ah, ça me dégoûte parce qu'en plus tout ça c'est effectivement j'ai entendu là-bas un troll sur Scala, on peut prendre Groovy, on peut prendre tout ça, mais souvent dans les projets c'est pas des choses standards. Or si j'ai bien compris tout ça, tous les développeurs .NET ils ont ça out of the box sans demander l'autorisation de personne. Au contraire, c'est recommandé. Au contraire, on aimerait bien que ce soit plus utilisé. Ça, il y a quand même de quoi être un peu jaloux parce que nous il faut quand même, on se comprend.
Donc bon, bah, là on a parlé sérieux un peu trop longtemps, je trouve, donc une petite... il paraît que c'est une vanne. Donc pourquoi les développeurs Java portent des lunettes? Because they don't see sharp. Vous trouvez ça drôle? Bon, ok, bon, il y en a qui ont compris. Bon, alors. on va finir quand même avec C#. Alors, quelques derniers points ça c'était le gros morceau parce que parce que les lambdas vont arriver avec Java 8. Donc c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est apparu il y a très longtemps côté .NET et C# et les développeurs ont eu beaucoup de mal à intégrer ça au final, alors que ça change complètement la manière de travailler et enfin voilà et du coup, ce serait bien quand vous l'aurez à disposition, profitez-en parce que c'est vraiment génial. Dernier point, il y a aussi les dynamics. Ça c'est apparu par contre avec C# 4, d'accord. Donc les dynamics, faut faire attention parce que c'est pas non plus. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va mettre des choses dynamiques dans un truc qui est objet fortement typé et tout ça. Faut bien faire attention. Un dynamique, c'est pas un variant, encore une fois, dans lequel on met tout et n'importe quoi. C'est juste un type spécial extensible. Faut le voir comme ça. Et de la même manière, c'est pas un dynamic proxy. Parce que le dynamic proxy, vous êtes quand même obligé de définir un certain nombre de choses dans un contrat. Vous pouvez voir ça à la limite comme un dynamic proxy avec un contrat infini. Mais sauf que dans les dynamiques, on définit la manière d'accéder aux membres. Et c'est là où c'est intéressant. Par exemple, si je prends... Imaginons que j'ai une structure XML. Donc là, j'ai écrit un objet dynamique qui va lire du XML. D'accord. Donc c'est toi qui l'as fait là, le new dynamic XML. Voilà, je suis parti d'un truc standard. J'ai implémenté une interface qui permet de manipuler des dynamiques. À partir de là, en construction, je lui passe une chaîne qui contient du XML. Il va me transformer ça en arbre XML en mémoire. Et après, l'intérêt, c'est que j'ai juste moi défini. Je lui ai dit, quand j'appelle une propriété, eh ben tu vas essayer de voir s'il y a un nœud XML qui correspond. C'est uniquement ça que j'ai défini en fait. Donc du coup, je reste quand même full objet propre et tout ça. D'accord? Et donc là en fait, quand j'appelle users, eh ben il va aller voir la collection de users. Et donc il sait que c'est une collection aussi parce que ça je le définis aussi. Et donc je vais pouvoir itérer dessus directement. Alors que c'est un membre qui n'existe pas dans ma classe initiale. Et de la même manière pour chaque élément, là je lui dis tu peux aller voir s'il y a un attribut aussi. Si jamais il n'y a pas de nœud, tu vas voir s'il y a un attribut. Et donc on définit tout ça et ça nous permet d'être souple. Donc l'intérêt c'est pour des structures comme ça. Si on va lire des fichiers en mémoire, enfin des choses comme ça. C'est aussi intéressant, par exemple, quand vous consommez du JSON, vous allez appeler un web service, vous récupérez du JSON, vous allez le renvoyer dans une page web ou quelque chose comme ça. Au final, vous ne consommez pas, vous ne traitez pas la donnée directement. Donc après tout, pourquoi créer des structures pour des données que vous n'utilisez pas et qui servent juste de passe-plat? C'est dans ces cas-là où c'est quand même pratique. C'est vrai, hein. Donc ça allège un petit peu. Ça a l'air drôlement bien pour faire des API, tout ça. Ça a l'air vraiment bien pour faire des API. Mais puisqu'on parle d'API, on pourrait parler aussi de web. Et un des gros trucs assez sympas qu'on a eu récemment côté web, c'est Razor. Razor, c'est une syntaxe hybride, HTML, C# ou n'importe quel langage. Et Razor, ce qui permet, pour ceux qui ont fait du développement web, j'imagine qu'il y en a quand même un certain nombre, vous avez manipulé des pages d'affichage, peu importe que ça s'appelle vue ou page ou peu importe, mais en général, on ouvre des balises avec des inférieurs, des pourcents, des égales, enfin, tout un tas de mécaniques de templates assez lourdes. Et au final, on arrive à du code spaghetti. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Là, ça nous permet d'écrire des choses qui sont quand même vachement plus sexy. D'accord? Parce que là, le parseur, enfin, le côté fort de Razor, c'est vraiment l'intelligence du parseur. C'est-à-dire que là, je mélange entièrement du code C# avec du code HTML. Ah, c'est pour ça qu'on parle d'hybride. On parle d'hybride. Et d'ailleurs, c'est tellement bien que côté Scala, il y a un super framework qui s'appelle Play et qui a implémenté ça. Donc c'est quand même... Ils disent même qu'ils ont copié Razor. Ils le disent. C'est incroyable. C'est quand même plutôt pas mal. Et c'est le monde à l'envers. C'est dans cette mécanique-là où on voit que les échanges entre les deux sont quand même très intéressants. D'ailleurs, en parlant d'échanges, on va parler des communautés. Justement, en Play-Template utilise Scala pour faire ça. Oui. C'est dans l'autre sens. Donc en fait, je l'ai jamais utilisé moi-même, mais le point fort, c'est d'avoir une seule. On définit les ouvertures apparemment et pas les fermetures. C'est donc très léger. Donc les communautés, c'est un aspect important, donc on ne pouvait pas laisser de côté parce que Java est un langage social. On a tout ce qui existe en Java et depuis le début.
Et donc, et puis le social, c'est important. C'est quelque chose de fondamental pour le succès d'une plateforme. C'est vraiment un point fort côté Java. Donc, en général, donc là, une petite question d'ailleurs justement pour vous. Qui d'entre vous développe au bureau sur Windows, sur plateforme Windows? D'accord, donc c'est un peu la majorité. Et qui déploie sous Windows en production? Ah, quand même, en fait. J'aurais parié moins, en fait. Du Java en Windows. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on dit toujours que .NET on pense que .NET n'est pas portable. Et pourtant, en fait, il existe le projet Mono, projet open source, qui donc permet de faire, c'est une VM, ça permet, donc c'est un environnement complet, ça permet de tourner donc sous Linux ou sur Mac. Et ça marche. Hein, il paraît que ça marche. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Et puis donc il existe même un environnement de développement, MonoDevelop, qui est gratuit aussi, et donc qui permet de travailler sans forcément donner des sous à Microsoft, et qui marche aussi sous votre Mac ou sur votre Linux. Donc là, j'ai essayé effectivement en download, en quelques instants, c'est fait. Moi, je suis développeur .NET et pourtant j'ai un Mac et je travaille aussi sous Mono. Donc c'est pas, enfin le côté Microsoft n'est pas un frein en fait à faire du .NET. Ouais, parce qu'à la base quand même j'étais anti-Microsoft primaire. Hop. Donc il faut quand même, il y a un petit bémol quand même, bon, c'est de moins en moins vrai, mais il faut quand même faire attention, apparemment, à ne pas se coupler trop avec des choses natives. Évidemment. Sinon, vous perdez la portabilité. Si dès que vous vouliez une dépendance qui n'existe que sous Windows, évidemment, vous serez attaché à Windows pour la vie. Ce qui peut être pratique parfois pour certains vendeurs, qu'on nommera pas. C'est ça l'intérêt. Donc quand on pense aussi à la communauté open source, ben évidemment, on sait qu'on pense tout de suite qu'en Java, on a une communauté énorme, et qu'en .NET, il existe quelque chose. Apparemment, ouais. Et le principe de base, c'était le N magique, le Magic N. Donc le principe, c'est simple, c'est vous prenez une API ou un framework Java et vous ajoutez N devant, et hop. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que la communauté open source au départ était quand même très petite, donc il fallait commencer par quelque chose, et tant qu'à faire, on a été prendre les choses qui étaient très bien côté Java. Après, on s'est arrêté, mais voilà, on a pris les choses qui étaient bien côté Java au départ. C'est ce que j'appelle le monde dans le bon sens. Voilà. Copier dans le bon sens. Et aussi, parfois, quand même, ils ont un peu d'originalité, des fois, ils mettent .net à la fin. Et alors, par contre, une autre idée que je vois en pratique dans les entreprises ou dans les équipes qui utilisent .NET, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Tout est fourni par Microsoft, c'est out of the box, vous avez un environnement complet, vous avez plusieurs langages, et Microsoft vous dit comment faire tout, les bonnes pratiques, tout ça, tout est bien accompagné, donc hop, tout va bien. Ça donne l'impression un peu d'une dictature gentille, où un dictateur s'occupe de tout pour votre bien-être et tout ça. Et par contre, côté Java, c'est la liberté absolue, n'est-ce pas ? Et pourtant, il y a quand même quelques mouvements de mode un peu moutonniers parfois, par exemple Java EE ou Spring. Je pense qu'on peut dire qu'une bonne partie de l'univers Java est dans l'un de ces deux camps. Donc finalement, c'est pas si tranché en pratique. Il y a quand même des mouvements majoritaires des deux côtés. Et donc il y a aussi des mouvements dissidents côté .NET. Et donc j'aime beaucoup la communauté alt.net, qui existe un peu partout dans le monde, mais notamment à Paris. Et donc Rui s'occupe en ce moment de la partie de alt.net. Donc je ne suis pas développeur .NET, mais je fréquente depuis longtemps les soirées de alt.net, parce qu'on y trouve des gens vraiment intéressants, qui se posent des questions sur leur langage, sur leur plateforme, sur la façon de travailler, avec lesquels on partage énormément de choses, et surtout, la plupart de leurs soirées ne parlent pas tant que ça de .NET. C'est plein de sujets intéressants, donc je vous invite vraiment à aller voir en fait le programme de alt.net. Par exemple, c'était MapReduce il y a quelques temps, ça a été la métaprogrammation. Dernièrement, c'était... On a fait des soirées Git aussi. Voilà, plein de sujets transverses qui vraiment s'appliquent et intéressent tout le monde. Et même la soirée MapReduce, finalement, ça parlait pas mal de Java, finalement. C'est déjà pas mal. Avec Hadoop. Donc, pour finir... Pour finir, l'idée c'est pas, même si on rigolait au départ avec les trolls et tout ça, l'idée c'est pas du tout de troller. Au contraire, on a pu travailler ensemble. Enfin, on se connaît depuis un petit moment avec Cyril. On se voit dans d'autres communautés. On parle d'autres choses, que ce soit de DDD, de software craftsmanship, etc. Donc on partage un certain nombre de choses à côté. Et on ne s'est même pas étripé en fait pour faire la présentation, vu qu'il a admis. Bref. Mais bref, on a beaucoup plus à gagner à échanger un certain nombre de choses. Donc voilà, il y a un certain nombre de messages comme ça pour dire partageons les choses. Déjà un premier truc qui est de mon ressenti, c'est que finalement, il faut bien faire la distinction entre JVM et Java. Côté .NET, on l'a beaucoup plus fortement puisque l'environnement était multiparadigme dès le départ. Donc naturellement, on pouvait voir d'autres choses.
Côté Java, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'implémentations, de langages différents qui compilent pour la JVM, comme Scala, comme Groovy, qui apportent un certain nombre de choses fantastiques par rapport à Java. Et donc, du coup, regardez aussi, parce que c'est le multiparadigme. En plus, vous restez dans votre environnement, vous adorez votre environnement, enfin votre JVM, etc. Donc, vous restez complètement. En plus, c'est les mêmes éditeurs pour travailler, etc. Donc, voilà, regardez aussi d'autres environnements. Et puis autre chose, c'est que finalement, le métier de développeur est complexe. Le métier de développeur contient énormément de choses. Et finalement, juste la technologie de codage, finalement, ce n'est qu'une petite partie. Donc on peut opposer Java et .NET en termes de manière de coder et de langage, mais finalement, on partage énormément de choses, on partage beaucoup plus de choses que ce qu'on a de différent, que ce soit les patterns, que ce soit la partie base de données, que ce soit la partie affichage client, que ce soit les méthodes, que ce soit TDD, BDD, DDD, tous les DDD, l'agilité, etc. On partage tout ça. Il paraît qu'il y en a qui croient encore que programmer, c'est taper du code. Voilà, mais on sait bien que c'est pas vrai. Et puis il faut voir aussi que finalement, cette petite guéguerre, ça reste quand même des entreprises derrière qui font du business, et que ces problématiques de business et cette opposition au niveau business, elle n'a pas de lieu d'être au niveau du développeur. C'est-à-dire que le développeur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il utilise des outils parce qu'il est sur une plateforme qu'il apprécie, mais à côté de ça, il n'y a aucune raison de s'écharper, quoi. Ça, c'est une surprise. Tiens, fini. Bon, voilà, ça c'est... Java n'est pas obsolète, bien sûr. C'est une plateforme d'avenir. Mais c'est vrai que je peux me demander des fois si C#, c'est quand même pas un langage, c'est quand même pas une bonne syntaxe. Une belle syntaxe, et la syntaxe... Est-ce que c'est le langage idéal? F# est vraiment intéressant, ouais, quand même. Donc, voilà, mais de toute façon, donc là, on est un peu en avance, en fait, mais c'est pas grave, parce que ça permet de discuter plus de temps dans les couloirs et de boire plus de café. Et si vous avez des questions, c'est plutôt pour oui, je pense. Ou pas. Ou pas. Oui. C'est-à-dire, j'ai pas... Par exemple, dans les entreprises, vous devez supporter peut-être Java 1.4. Non, justement, en fait, qui serait encore sur Java 1.4, là, parmi vous? Ah oui, il y en a encore, il me semblait bien. Dans des banques, au hasard. Ouais, gagné. Ouais. Et Java 7? Ah, une seule main. Donc, il y a quelques mains sur Java 4. 1.4. Alors il y a moins ce souci, c'est-à-dire que normalement la compatibilité est ascendante parce que c'est Microsoft qui garantit ça, à peu de choses près. Mais maintenant, voilà, à peu de choses près. On entend des rires là. C'est une anecdote, quelque chose? Mais bon, en même temps, ils s'en soucient pas trop. C'est-à-dire que par défaut, ils essayent de faire les choses un petit peu compatibles, mais en même temps, c'est pas leur souci principal. Et notamment, ils hésitent pas parce que c'est une société, parce qu'il y a du business derrière. On l'a vu avec Silverlight, Silverlight, qui devait être une technologie d'avenir, et ça va partir à la poubelle parce qu'ils ont enfin compris que c'était pas top. Mais ils ont mis le temps et ils ont poussé dans ce sens-là. Et tant qu'ils ont une envie business, ils poussent dans ce sens-là, sans faire attention, sans faire abstraction, en disant vous allez apprendre un nouveau truc, etc. Et ils poussent dans ce sens-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est du business. Il n'y a pas des outils pour migrer d'une version à l'autre? Il y a quelques trucs, mais comme tous les outils de migration automatique, faut remettre les mains dedans, quoi. Donc bon. La question, c'était plus de savoir si tu veux par exemple utiliser une nouvelle fonctionnalité qui va être mise dans tel framework, est-ce que ça va te casser la compatibilité avec XP par exemple? Ou alors est-ce que... Ça dépend de quelle version, c'est-à-dire que ça dépend de la version du framework, c'est-à-dire que tout ça c'est porté par le framework .NET. C'est-à-dire que le framework .NET c'est un ensemble de librairies qui s'installent au-dessus du système, et donc c'est porté par cette version-là. Donc à partir du moment où tu travailles sur cette version-là, tu as toutes les fonctionnalités. Et après, effectivement, au fur et à mesure des versions, je crois que les dernières versions, je suis pas sûr, par exemple, que la version actuelle de production, si elle doit tourner sur XP,
mais elle doit plus tourner sur 2000 ou des choses comme ça, quoi. Et donc au bout d'un moment, enfin, mais en général, Microsoft a quand même enfin, par rapport à tous leurs produits, ils ont une pérennité d'une dizaine d'années au moins normalement, quoi. Donc bon, ça répond à ta question. D'autres questions? C'est pour dire aussi qu'il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on peut compiler avec les nouveaux compilateurs, mais du code ancien. Anciennes machines virtuelles. Ouais. On peut avoir les lambda, Link, etc., mais sur un .NET 2 sans problème. Ah bah bien sûr, oui. Là, alors on peut effectivement avoir du code plus récent mais là c'est un cas particulier parce que en fait c'est Sharp 3, le moteur d'exécution bas niveau c'est toujours du .NET 2, donc c'est pour ça qu'on arrive à compiler du code. Mais par exemple si tu vas faire du code avec des dynamiques en .NET 4, tu pourras pas utiliser un compilateur 2. Enfin je vois ça. Et donc voilà, mais il y a une compatibilité effectivement à ce niveau-là. Ouais. Oui. Ah non, quand même, non. Java, la question, c'est ce qu'il y a Java sur la plateforme .NET. Ils ont fait ça pour faire bien au départ, mais non, il y a eu un truc qui s'appelait J-Sharp, je crois, au départ, et ça n'a pas été, parce que je pense que ça n'a pas rencontré un grand succès, parce que ceux qui programmaient en Java, ils préféraient faire en Java. Ils n'avaient aucune raison d'aller faire ça sur .NET, quoi. À la fois. Un portage de Scala sur .NET. J'ai cru entendre ça hier. Il y a bien une version disponible sur .NET. Alors c'est pas franchement un portage. Enfin, le peu que j'ai vu, c'est en fait oui, c'est par-dessus. C'est il y a une sorte de cross. Je vais pas dire une bêtise, mais. C'est IKVM. Ah oui, c'est ça, c'est IKVM. Oui, j'ai oublié de mentionner, effectivement. C'est très facile de passer de Java à la plateforme .NET. Par exemple, pour faire des add-ins dans Excel, ça c'est quelque chose que des collègues ont utilisé déjà il y a assez longtemps, et ça marche vraiment très très bien. C'est-à-dire que vous écrivez votre code Java tout ordinaire, même avec des sockets, même avec des choses comme ça, et à la fin, juste dans la chaîne de build, vous mettez IKVM et il vous exporte une DLL. Vous la mettez dans Excel comme un plugin, vous mettez 3-4 lignes de .NET autour, et c'est hop, vous avez un truc, vous avez votre Java qui tourne, enfin l'équivalent bytecode de Java qui tourne dans votre Excel. Donc c'est super cool, en finance par exemple, pour l'intégration avec Office, parce que comme on sait, Office c'est partout, c'est vraiment le truc préféré de tout le monde. Donc IKVM, ça marche super bien. Dans l'autre sens, c'est moins évident. Hein. Enfin, c'est même pas... Oui. Voilà. D'autres questions? Attends, je vois. Est-ce que Mono est supporté par Microsoft? Alors Mono n'est pas directement supporté par Microsoft, bien entendu, ça aurait été trop beau. C'est une implémentation au départ open source, hein, et parce que ce que j'ai pas spécifié, c'est que toute la plateforme .NET et C# sont normalisées, d'accord. Donc même au moment où c'est sorti, Microsoft avait même sorti une implémentation qui s'appelait Rotor et qui permettait de tourner sous des environnements Unix. Mais en fait, ils ont fait ça juste parce qu'ils étaient obligés de faire une implémentation alternative de leur système pour pouvoir être normalisé. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé Mono. Mais Mono, non, il est pas du tout. Ils font les choses de leur côté. Ça vient assez rapidement, mais il y a certaines choses où ils sont en avance et d'autres où ils sont en retard. C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont difficiles à implémenter parce qu'il y a une adhésion avec le système. Donc toute la partie WinForms, toute la partie client lourd, Windows, ils ont mis du temps, et même maintenant ça fonctionne pas forcément très bien parce qu'il y a une adhérence avec les composants bas niveau de Windows. Donc effectivement là, en plus ils n'avaient pas les sources, ils n'avaient pas la doc, il fallait faire du rétro-engineering sur tout ça. Donc c'est pas évident. Par contre sur des fonctionnalités du langage, ils ont pris de l'avance sur certaines choses. Toute la partie web, ils l'ont implémenté sans aucune difficulté. Donc en général c'est assez à jour, et on peut prendre du code .NET, .NET 4, et il fonctionne très bien avec la version actuelle de Mono qui est la 2.8 quelque chose. Et voilà, il y a même des choses qu'il y a dans Mono qu'il n'y a pas dans .NET. Attends, juste. Est-ce qu'il y a autant de plateforme à service. De PaaS, ouais, de PaaS. Il y a, à mon sens, oui, parce qu'au final, tu as Azure, qui est quand même un gros cloud.
À part Azure, on peut faire tourner du .NET sur des machines virtuelles Amazon sans aucun problème. Et il y en a d'autres qui supportent ça aussi. Il y a tout un tas de providers. Alors je sais plus. Je crois qu'Heroku maintenant, tu peux faire du mono sur Heroku, par exemple. Si je dis pas de bêtises. Il y a une autre plateforme qui s'appelle AppArbor dans laquelle on peut déployer du mono, enfin je sais plus si c'est par mono ou si c'est par, je sais plus ce qu'ils utilisent, mais bref, il y a un certain nombre de choses qui existent et c'est pas uniquement de l'Azure et on peut aussi faire du mono, quoi. Oui. C'est plus une question pratique. Il y a un IDE pour développer du .NET. Est-ce qu'il y a un IDE pour développer du .NET? Alors on en a. Sous Unix? Alors oui, il y a. Alors l'équipe Mono a aussi travaillé sur un éditeur qui s'appelle Mono Develop, qui est. Alors déjà premièrement, Microsoft fournit gratuitement des versions de son Visual Studio, c'est-à-dire que l'éditeur Microsoft c'est Visual Studio et tu as des versions Express qui sont gratuites. Et sinon, si tu veux travailler sous Mac ou sous Linux, il y a Mono Develop qui fonctionne parfaitement, et qui est un peu, c'est une philosophie un peu différente, mais qui se rapproche plus de ce que tu as côté Linux et qui suffit parfaitement pour travailler sur un Mac par exemple. Par contre, je crois bien que pour un bon Craftman, Visual Studio tout seul est un petit peu juste et ReSharper est plus que bienvenu, je crois. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, pour avoir certaines fonctionnalités avancées que vous pouvez avoir dans Eclipse par exemple, Visual Studio se suffit pas à lui-même, mais par contre il y a un excellent plugin qui s'appelle ReSharper et qui permet vraiment de faire tout ce que vous avez dans Eclipse. Faut mettre un peu de sous-sous. Pas grand-chose. Oui. Alors, ça dépend. La question c'est l'outillage, ReSharper ou l'intégration continue, tout ça sous c'est-à-dire tout ce qui va autour du... Et gratuitement. Ouais. Alors, côté Microsoft a voulu mettre en avant ses produits de manière assez féroce, avec notamment un truc qui s'appelle Team Foundation Server, que vous avez peut-être rencontré en entreprise, parce que... Non, mais il y a même des plugins pour Eclipse pour aller enregistrer son code dans TFS. Donc, vous êtes fan, c'est ça? Donc il y a des fans dans la salle, c'est parfait. Alors, plus sérieusement... dans la version qui va sortir de TFS, donc la version 11, il y aura une version TFS Express qui permettra de profiter gratuitement de TFS. Aux joie, au bonheur. Mais le problème, c'est que Microsoft a voulu packager ça complètement. Donc il y a des choses qui sont intéressantes dans cet outil Microsoft, mais qui est d'autres qui sont un peu rebutantes. C'est-à-dire que moi, la gestion de source de TFS, j'ai pas du tout envie de l'utiliser. Je préfère travailler sur Git. Par contre, la gestion des work items ou des projets peut être intéressante, mais je peux pas faire les deux parce qu'il faut que j'utilise la gestion de source de Microsoft. Donc c'est pour ça que moi je me tourne plutôt sur des outils open source. Donc je vais travailler avec du Git pour faire ma gestion de source. Et après il y a d'autres outils. Il n'y a rien de vraiment complètement gratuit. Il y a principalement un truc qui s'appelle TeamCity qui est édité par JetBrains, qui doit s'utiliser aussi en Java, mais que les javaïstes n'utilisent pas trop a priori. Et TeamCity est gratuit pour une vingtaine de projets en parallèle, enfin des choses comme ça. Oui, c'est payant, mais c'est ce que je dis. C'est pour un nombre de projets restreints, ça reste gratuit, mais c'est pas open source, et clairement. Voilà. Et après, tous les outils Java ou autres et qui manipulent de la ligne de commande, finalement, vous pouvez continuer à les utiliser, quoi. Même si c'est du Java. Après, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un système de gestion d'assembly. Oui. Donc il y a des choses. Oui, quelque part, il y a d'autres choses dont on peut être jaloux en .NET apparemment. Il y a plus que ce qu'on a présenté. Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Là, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est vraiment ce qui nous paraissait essentiel et ce qu'on avait le temps de faire dans cette présentation. Oui. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme framework web? Alors, par rapport à JSF, que vous appréciez modérément, c'est ça.
Alors côté .NET, il y a eu pendant beaucoup d'années, et c'était ça, enfin au moment de la sortie de .NET, c'était vraiment révolutionnaire parce que effectivement on avait des anciennes pages de script serveur, mais c'était absolument immonde. Et donc du coup à ce moment-là, ils ont sorti ASP.NET, qui était la version full objet qui doit ressembler à ce que vous avez de votre côté, là, je sais plus comment ça s'appelle. Depuis le début, ouais. Et qui permet de manipuler des objets, et ces objets, miraculeusement, ils fournissent du code HTML. Donc ça paraît très bien, ça permet d'avoir une grande productivité, de faire clic-clic, et puis d'avoir l'impression que tout marche tout seul, avec des événements, etc. Mais bon, on s'est rendu compte quand même après coup que c'était pas top, et notamment justement la communauté alternative a commencé à aller voir des choses plutôt orientées MVC. Donc il y avait des frameworks comme Monorail, qui est un framework open source qui faisait du MVC avec les mêmes principes que ce qu'on peut avoir sur Rails, et qui permettait de faire autre chose. Et à ce moment-là, Microsoft a présenté une version MVC de son framework. Donc aujourd'hui, on peut travailler en full MVC, donc avoir un contrôle complet de la page qu'on produit, avoir un contrôle complet des sources HTML produits, du contrôle, enfin du pipeline de génération, etc. Donc bon, on arrive à la fin. Donc c'est ma spécialité, donc on peut en discuter à côté. Moi, j'adore ça. Oui, voilà. Donc merci. De toute façon, à la fin, on va tous mourir et on fera tous du JavaScript.